L'atelier politique avec Frédéric Rivière. Bonsoir et bienvenue dans l'atelier politique. Le propos de cette émission est de ne pas s'arrêter à l'actualité immédiate, mais de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous arrive et ce qui pourrait nous arriver. Ce soir, nous sommes avec Emmanuelle Morel, députée gauche démocrate et républicaine du Val d'Oise. Bonsoir. Bonsoir Frédéric Rivière. Cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Vos propos ne feront donc l'objet d'aucun montage. Nous sommes ensemble pour à peu près 3/4 d'heure. Et vous allez donc avoir du temps pour développer vos idées. Cette émission s'appelle donc l'atelier politique. Et j'aimerais vous demander, comme je le fais à chacun de mes invités, Emmanuelle Morel, quel est votre outil préféré ? Alors, je ne suis pas vraiment un travailleur manuel. Donc mon outil préféré, c'est ça. Le stylo. Un feutre dont je ne donnerai pas la marque, mais que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des pleins, des déliés, c'est joli. Après, il y a quand même un outil que j'aime bien, parce que j'aime le jardinage. Ouais. C'est le plantoir à bulbes. Je vois très bien ce que vous voyez ce que c'est, Oui, je vois l'idée très de bien. planter des Une espèce jacinthes, de des choses cône, c'est On enfonce dans la terre pour y Bah, déposer justement, ensuite le bulbe. Oui. le rapport à la terre. Ouais. On est dans le jardin, on est bien, on est apaisé, voilà. Donc vous l'avez dit, vous n'êtes pas très bricoleur. Hélas, non. En revanche, pour être sur le registre un peu personnel, je crois que vous aimez plutôt bien la marche. C'est une activité que vous pratiquez. Ouais, comme beaucoup de Français, je suis pas très original, mais j'ai jamais été un très très grand sportif, enfin sauf pour les sports de glisse. J'avais fait du patinage artistique quand j'étais plus jeune, Ouais. du ski beaucoup, mais maintenant je marche, en randonnée, je fais des randonnées. Oui, voilà, c'est ça. fais- C'est pas seulement pour Ah non, éviter de non, prendre non, le non. métro, c'est-à-dire Non, que non, vous- avec des amis, on fait chaque année un petit bout du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous voyez. Ouais, ce c'est-à-dire type avec des journées à 20 km ou 25 km par Ouais, jour. ça peut aller jusqu'à 30. Ouais, c'est éprouvant quand même. C'est éprouvant, mais en même temps, ça fait Qu'est-ce un que bien vous fou. apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est propice à quoi? À la Je vais pas réflexion? je vais à pas être la- très original. Oui, alors là, on laisse son esprit vagabonder au gré des chemins. Ça vide la tête, mais surtout, c'est une façon d'appréhender un territoire. Moi, je pense qu'on Un connaît. rythme humain. Oui, mais on connaît vraiment bien un pays, en l'occurrence la France, quand on marche dans ses chemins, dans ses sentes. Et puis c'est quand même des moments, enfin, je veux dire, quand vous pénétrez dans une forêt profonde, que vous allez traverser comme ça pendant plusieurs heures, c'est un rapport à la vie, à la nature qui est bouleversant aussi. Ça vaut pour les villes aussi, d'ailleurs, au fond. Bien sûr, On ne connaît jamais bah, aussi bien bien une ville sûr. qu'on la parcourt D'ailleurs, à pied. la plupart du temps, quand on voyage, que ce soit en Europe ou au-delà, le mieux, c'est quand même de visiter des villes à pied. Alors, sauf les villes américaines, enfin, à l'exception de New York, le reste, par exemple, Los Angeles à pied, c'est compliqué quand même, vous voyez. Ouais. Mais les villes européennes, c'est ça le grand avantage, c'est qu'elles peuvent, et elles doivent, se parcourir à pied. Ouais. Alors, vous aimez la marche, mais vous n'avez jamais eu envie de devenir un marcheur politiquement. Non, pas vraiment. Non. Parce qu'en fait... Je rappelle que c'est oui. La République en marche d'Emmanuel Macron et on Oui, mais ça appelait change tous de ceux nom. qui étaient dans Vous son avez remarqué que sillage ça- les marcheurs. Vous avez remarqué que ça change de nom tout le Oui. temps. Non, parce que dès le départ, j'étais quand même conscient de l'arnaque que ça allait représenter pour les Françaises et pour les Français. Et on s'en rend compte encore plus aujourd'hui, parce que non seulement il s'était présenté comme un mouvement ni droite ni gauche qui allait bouleverser le paysage politique. Le résultat du macronisme 7 ans après, d'abord c'est une situation budgétaire catastrophique. Alors qu'il s'était autoproclamé champion de la rigueur et du sérieux budgétaire, les Mozarts de la finance, c'est plutôt le requiem des finances publiques. Hein. Et puis au final, c'était une politique très dure pour les faibles et avec beaucoup de mansuétude pour les forts. Et en plus, le résultat politique de tout ça, c'est un rassemblement national qui a progressé de façon quasi exponentielle. On reviendra On y là-dessus. reviendra Mais si vous voulez. vous avez été député européen Ouais. pendant 10 ans, donc de 2014 jusqu'à juin dernier. En juillet, vous avez été élu député à l'Assemblée nationale. C'est votre premier mandat à l'Assemblée. Quelle différence vous observez entre ces deux parlements dans leur organisation, leur fonctionnement et peut-être aussi dans l'ambiance qui y règne? C'est très différent. Le Parlement européen, c'est très fonctionnel. Alors, il n'y a aucune solennité comme on peut l'avoir à l'Assemblée avec des. Il n'y a pas de pompe. Il y a aucune pompe. Ouais. En tout cas, très peu. C'est une confrontation quotidienne à des cultures différentes. Parce il y a 27 pays, il y a 24 langues, des cultures politiques très différentes. C'est-à-dire, vous pouvez être de gauche. Et puis être avec un collègue, par exemple socialiste, qui vient de Lettonie, et vous aurez un rapport au monde, au service public, à un modèle social complètement différent.
Donc vraiment, il y a cette difficulté qui est aussi une richesse, celle d'être confronté à des cultures politiques très diverses. Le travail est organisé de façon très, très rigoureux, le rythme est quand même assez régulier. L'Assemblée nationale, c'est complètement différent. Bon, d'abord, il y a le côté, je disais, la pompe, la solennité, aussi un peu de théâtre quand même, hein. Peut-être parfois trop d'ailleurs, comme on le voit récemment, où la question de l'éloquence est beaucoup plus importante, mais pour une raison assez simple, c'est au Parlement européen, même si vous êtes très éloquent, comme vous êtes traduit, hein, même si vous faites des effets de manche formidables, le temps que ça passe par le filtre de la traduction, évidemment, ça retombe très vite. À l'Assemblée, c'est pas pareil. Donc l'Assemblée, il y a une prime à l'éloquence qui est évidente. Et puis c'est aussi la question du rythme. Là, par exemple, moi je suis en commission des finances, le rythme est quand même infernal pendant 3 mois. En particulier Matin, pour la question du budget. matin, midi, soir, avec des agendas qui sont tout le temps bousculés, ça n'arrive pas au Parlement européen. Donc c'est une expérience très différente. Moi j'ai adoré être député européen, hein. J'ai appris énormément de choses, j'ai gagné un certain nombre de victoires. Mais c'est très différent. Est-ce que vous trouvez cohérent qu'un député français au Parlement européen ait une rémunération à peu près 2 fois supérieure à un député français à l'Assemblée nationale? Non. Mais en fait, ce que je vais vous dire, alors c'est pas très populaire ce que je vais dire, mais je pense que... Parce que j'allais vous demander, mais je crois que vous allez y répondre, est-ce qu'il y en a un qui est trop payé ou un qui n'est pas assez payé? Non, je pense que... alors, la démocratie, ça a un coût. Et être parlementaire, c'est énormément de temps, énormément de sacrifices, énormément de dévouement. Et moi, je pense qu'ils doivent être payés correctement. Par exemple, en Allemagne ou en Italie, un parlementaire est payé 2 voire 3 fois plus qu'un parlementaire français. Donc, mais alors, comme c'est un sujet tabou, c'est très difficile à aborder. Mais enfin, c'est impossible. Et que la démagogie devrait être mieux payée. La démagogie ambiante consiste à dire qu'il faut de moins en moins payer les élus. Mais je me souviens quand j'ai été élu conseiller régional d'Île-de-France. J'étais vice-président chargé de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc c'est un budget d'1 milliard d'euros. C'est vraiment un job à plein temps. Et on était très très mal payé, en plus avec un système de cotisation sociale qui est très imparfait. Tout le monde trouve ça normal parce que... mais moi je suis pas le plus à plaindre. Quand je côtoie des maires, par exemple des maires ruraux, on est maire d'un village de 1000 habitants, on est payé des clopinettes alors qu'on passe notre vie à être sollicité par les gens, à devoir régler des problèmes soi-même parce qu'il n'y a pas de service technique. Bon... Le problème, c'est que ça, c'est un sujet quasiment aujourd'hui tabou. En France, on ne peut pas avoir une discussion apaisée sur ce sujet. C'est inaudible. Ouais. Et ça l'est d'autant plus que une immense majorité de salariés est mal payée, dans des conditions de travail compliquées. Et ça, c'est en tant qu'homme de gauche, c'est ça déjà ma première obsession, c'est faire en sorte que les gens vivent mieux. Entre le Parlement européen et l'Assemblée nationale, même si vous y êtes depuis relativement peu de temps, mais dans lequel de ces deux parlements avez-vous l'impression d'avoir le plus de pouvoir? C'est différent. Parlement européen, le problème des institutions européennes, c'est un énorme paquebot. Et si vous voulez le faire dévier de 2 ou 3 degrés, il faut prendre 6 mois, il faut travailler. Mais par moment, ça marche. Et là, ça va avoir une influence considérable parce que les lois européennes, comme vous le savez, s'appliquent dans les différents États membres. L'Assemblée nationale, il y a un effet plus immédiat, ça c'est vrai, parce que si vous faites passer un amendement, là on parle du budget, si vous faites passer un amendement, ça va s'appliquer l'année prochaine pour peut-être des centaines ou des milliers de Français. Mais je ne laisserai pas dire qu'au Parlement européen, il n'y a pas de pouvoir, c'est pas vrai. Dans les deux cas, il y a un problème pour les parlementaires de maîtrise de l'agenda? Ah bah oui, ça c'est sûr. Alors, au Parlement européen, c'est la Commission qui a l'initiative. Le problème du Parlement européen, c'est que la Commission a l'initiative des lois et pas les parlementaires. Ça, c'est quand même un problème structurel qui en dit long d'ailleurs sur l'esprit de ceux qui ont fondé ce système un peu complexe qu'est la démocratie européenne. Au Parlement français, officiellement, les parlementaires ont aussi l'initiative des lois. Mais pas de l'ordre du jour. Mais sous la Ve République, c'est quand même le gouvernement, l'exécutif, qui décide à la fois du rythme, de l'agenda et puis de l'ordre du jour. Donc moi, j'ai toujours contesté ces institutions. Je les trouve mauvaises. J'ai toujours plaidé pour une autre République, avec un rééquilibrage entre les fonctions du législatif et de l'exécutif. On en est loin. Mais en même temps, vu les évolutions récentes, je pense que les forces politiques et le peuple français est mûr
pour un certain nombre de réformes institutionnelles. Merci d'être avec nous. Vous écoutez l'Atelier politique, émission réalisée par Mathias Golchani. On va revenir, Emmanuel Morel, maintenant à votre regard sur la France d'aujourd'hui, la France maintenant. L'Assemblée nationale est en plein débat sur le budget ces jours-ci. Et si on prend le terme politique dans son sens noble, qu'est-ce que révèle selon vous l'état de nos finances publiques, le déficit, la dette, ainsi que la teneur du débat sur le budget? Qu'est-ce que cela révèle sur l'état politique de la France? On est dans un état de déliquescence de ce qu'était avant la majorité, qui ne l'est plus. C'est d'ailleurs peut-être pour moi le plus troublant dans ce débat budgétaire, c'est que vous avez donc un gouvernement, celui de Michel Barnier, dont je ne voulais pas et contre lequel j'ai voté, mais bon, il est là. Et ses principaux adversaires, ce sont ceux qui sont censés le soutenir. On a eu un épisode lunaire hier où les macronistes alliés avec les LR de M. Wauquiez et le Rassemblement national ont voté contre le propre texte de leur gouvernement, qui visait à limiter un peu les exonérations de cotisations. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une forme d'immaturité politique quand même, notamment de la part de gens qui ont été ministres pendant 7 ans sous Macron, à vouloir se refaire une virginité au moment où on découvre quand même un état des finances publiques très préoccupant. Ma question, au fond, elle était plus large. C'est-à-dire, est-ce que on considère, est-ce qu'on réfléchit aujourd'hui en France à l'économie comme un instrument politique? Je trouve que surtout on ne réfléchit pas assez à la politique économique. C'est-à-dire qu'on a des débats, et c'est vrai aussi à gauche, sur la redistribution, qui sont très importants, parce qu'en effet, les richesses sont très mal distribuées dans ce pays, et le sont de plus en plus mal, puisqu'on a des pauvres qui gagnent de moins en moins d'argent et des riches qui en gagnent de plus en plus. Mais au-delà de cette injustice fondamentale, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de réflexion sur comment concrètement on remet en place une politique industrielle, quelle politique commerciale on veut pour la France et pour l'Europe, comment on fait pour recouvrir une forme de souveraineté qu'on a perdue. Enfin, le débat sur le Doliprane, les médicaments, c'est un débat très important. C'est un débat qu'on a vu au moment du Covid. Moi, j'ai cru, au moment de la crise sanitaire, j'ai cru qu'il y avait une prise de conscience. La question du médicament qui a été soulevée notamment par l'affaire Doliprane récemment, c'est pas quelque chose d'anodin. Le vrai débat aujourd'hui, c'est comment on recouvre notre souveraineté industrielle, médicale. Et c'était un débat qui avait émergé au moment de la crise sanitaire. Vous vous en souvenez, où on s'était rendu compte que on était dépendant. Ultra pour les vaccins, pour les masques, pour tout en fait. Le gel hydroalcoolique. Et même les choses les plus élémentaires du reste du monde, notamment le sud-est asiatique. Et moi, j'ai cru qu'on allait saisir cette opportunité pour réfléchir à comment, d'une certaine façon, on allait démondialiser une partie de l'activité économique. Pourquoi démondialiser? Parce que on ne peut pas se permettre, quand on est un continent comme l'Europe ou quand on est un pays comme la France, de dépendre de pays qui ont forcément d'autres stratégies, qui en cas de pénurie vont se favoriser eux-mêmes, etc., etc. Et cette réflexion nécessaire, salutaire sur la démondialisation des échanges, sur une vraie politique industrielle qui suppose des investissements colossaux, on l'a, à mon avis, très insuffisamment. Et dans le débat budgétaire, pour moi, ça devait aussi en faire partie. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas seulement de réparer toutes les erreurs qui ont été faites, qui nous amènent à une situation très préoccupante des finances publiques, c'est comment on change complètement de paradigme économique. Et ça, c'est pas sur la table. Et je le regrette parce que pour moi, ça fait partie de l'urgence, d'autant plus. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très frappant. Il y a un décrochage massif de l'Europe par rapport. Alors on va en parler un peu plus tard de ça parce que Mais pour moi, c'est le sujet le plus important du moment. On va en parler notamment à travers aussi le rapport de Mario Draghi. Ouais, bien sûr. Mais pour rester un instant sur la France, est-ce que vous diriez que la France est malade aujourd'hui? Et si vous dites, si le diagnostic est oui, est-ce que vous pouvez le préciser? Moi, je ne crois pas que la France soit malade. Non. Est-ce qu'elle est en déclin? Non plus. Elle est en difficulté, comme beaucoup de pays européens. Le déclin, c'est un concept qui est toujours un peu ambivalent. Mais surtout, ce qu'il faudrait déjà dire, c'est que la France, elle a des atouts et qui ne sont pas suffisamment valorisés. Quand on parle à longueur de temps de l'attractivité de la France, c'est le débat qu'on a avec les macronistes. Eux, ils disent,
pour que ce pays soit attractif, il faut que la fiscalité pour les entreprises soit soit diminuée, voilà, que les investissements étrangers soient favorisés. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que ce qui fait l'attractivité d'un pays, c'est aussi la qualité de ses infrastructures, la formation de ses salariés, l'excellence de ses territoires, de ses savoir-faire. Ça, on a des points d'appui formidables, mais on les met pas en valeur. Et on préfère, même les investissements étrangers, par exemple, c'est ce que je disais au ministre du budget au début de semaine. Je disais, si c'est pour que les Américains viennent piquer une partie de notre appareil industriel et prendre les brevets au passage, ou que les Chinois rachètent des terres par centaines d'hectares, je ne sais pas si c'est forcément une bonne solution. Donc, ce qu'il faudrait, c'est avoir dans ce pays un vrai débat sur la politique économique. Mais moi, je ne dirais pas que la France est malade. Je dirais que la France a une chance folle, c'est d'avoir quand même plein d'atouts. C'est d'être la France. Bah déjà, ouais. Moi, je suis français, je suis très patriote. Ouais. Et Mais tout de même, les enquêtes d'opinion qui sont réalisées assez régulièrement montrent qu'il y a des inquiétudes chez les Français sur tout un tas de sujets. Alors l'état de notre économie, par exemple, et en particulier la question de la dette, du déficit public, etc. L'état de nos services publics, notamment du système éducatif, autour des questions de sécurité, autour des questions d'immigration, autour des questions de climat, même si sur le climat, la France n'a qu'un pouvoir limité à l'échelle mondiale, bien entendu. Mais toutes ces inquiétudes, ça n'est quand même pas le signe d'un pays qui va bien, qui a confiance en lui. Mais vous pouvez être inquiet, lucide, et faire le pari de valoriser les atouts qui sont les vôtres. Il n'y a pas de contradiction là. Moi, je comprends que les gens soient inquiets. Enfin, les gens sont inquiets. La progression de la pauvreté, par exemple, c'est très inquiétant dans un pays qui est quand même la 6e puissance du monde, qui est riche. Le fait qu'il y ait autant d'étudiants en situation de précarité qui vont manger la soupe populaire, ça, c'est inadmissible et insupportable. Mais ça, c'est une question de redistribution des richesses. Et la France a toujours donné l'exemple dans ce domaine. Je rappelle que c'est la France, en 1912, qui a créé l'impôt sur le revenu, montrant l'exemple au monde. Et aujourd'hui, on a un peu le même débat. D'ailleurs, je pense que c'est pas normal qu'il y ait des fortunes qui se multiplient à ce point au détriment du plus grand nombre. Bon, bah, ça fait partie du débat public. Mais encore une fois, je comprends les inquiétudes. Et d'ailleurs, moi-même, je suis inquiet sur plein de choses. Mais moi, j'ai confiance dans la capacité de la France à rebondir. Parce que toujours dans son histoire, les Français, ils ont été capables de rebond. Alors, et c'est de là-dessus qu'il faut miser. Ben, évidemment, il faut mettre les politiques qui vont avec. Vous déploriez il y a quelques instants que les politiques qui sont mises en œuvre par le gouvernement de Michel Barnier ne répondent pas, pour vous, aux attentes des Français, aux besoins de justice sociale notamment. Cependant, ça n'est pas la gauche qui est au pouvoir. Pourquoi la gauche a-t-elle perdu son audience? Pourquoi aujourd'hui ceux qui votaient pour elle s'en sont détournés très massivement? Alors déjà, il faut relativiser ce constat, parce que, en effet, la gauche n'est pas majoritaire dans ce pays, loin de là, puisqu'elle plafonne en fait à peu près à 30%. Mais si on regarde les dernières élections législatives, c'est la coalition de gauche qui est arrivée en tête. Et d'ailleurs, moi, je regrette que le président n'ait pas joué le jeu des institutions. Dans cette coalition de gauche, on pourrait en parler. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord sur tout avec, par exemple, LFI. Non, mais vous savez, dans l'histoire de la gauche française, il n'y a jamais eu une homogénéité de pensée. Au contraire, il y a même une grande diversité. C'est ce qui fait à la fois parfois sa faiblesse, mais aussi sa force. Mais la réalité quand même, c'est que la coalition du nouveau Front populaire est arrivée en tête. Ça, c'est la première chose. Par contre, vous posez une question qui est existentielle pour nous, c'est que les gens qu'on est censés représenter, c'est-à-dire notamment les classes populaires, et notamment ce qu'on appelait, ce que moi je continue à appeler la classe ouvrière, nous a tourné le dos. Et mais c'est pas vous qui leur avez tourné le dos avec ce fameux rapport de Terra Nova, l'Institut Terra Nova, en 2011. En ce qui me concerne, j'ai pas du tout le sentiment de l'avoir tourné le dos. Quand je dis je veux dire le Parti socialiste. Disons qu'il y a une qui à l'époque, je le rappelle pour nos auditeurs, ce rapport préconisait en gros de se détourner des ouvriers, précisément l'électorat ouvrier, pour aller se concentrer sur les jeunes et populations issues de l'immigration. En fait, tout ça, c'est la même chose qui s'est passé aux États-Unis avec les démocrates qui ont dit à un moment, une partie des ouvriers sont perdus pour la cause, et donc on va se concentrer sur
des publics qui sont plus à même de comprendre nos solutions progressistes. Moi déjà, je supporte pas qu'on sectionne l'électorat comme ça en petits morceaux, avec cette idée que en juxtaposant les revendications, on va arriver. Oui, il y a comme une logique commerciale, quoi. Exactement, on cherche des c'est parts une de logique marché, de part de quoi. marché. Oui. Moi, je pense qu'on ne peut jamais gagner en fonctionnant en part de marché. Je crois qu'au contraire, on doit tout faire toujours pour homogénéiser les revendications. Parce que c'est vrai que les gens sont différents selon qu'ils habitent en banlieue ou qu'ils habitent dans des petits bourgs, selon qu'ils habitent dans les centres urbains ou à la campagne. Par définition, leurs conditions de vie, leurs aspirations sont parfois différentes. Mais ce qui nous appartient à nous, la gauche, c'est d'avoir un message unificateur, rassembleur, qui homogénise les revendications. Et qu'est-ce qui homogénise quand même? C'est quoi le point commun entre tous ces gens? Ce sont des travailleurs ou des gens qui aspirent à travailler ou qui ont travaillé, donc qui sont retraités et qui ont envie d'avoir des conditions de vie décentes, des services publics. Vous y faisiez allusion, mais quand vous avez un service postal qui ferme, une ligne de train qui ferme, il y a du ressentiment, il y a de la colère et parfois soit de l'abstention, soit le vote aux extrêmes. Donc ça, c'est la priorité. Et je pense que on en prend la mesure. Regardez les débats qu'il y a quand même au sein de la gauche. Quand Ruffin dit qu'il faut réconcilier la France des tours, la France des bourgs, c'est une intuition qui est juste. François Ruffin, François Ruffin, député de la Somme. Dissident de la France Oui, insoumise. oui, c'est une intuition qui est juste et qui est partagée par plein d'élus. Après, il faut se mettre autour de la table pour essayer de faire en sorte que notre programme réponde à cette aspiration majoritaire-là. En fait, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on a ce socle à 30%. Il ne s'agit pas aujourd'hui de retrancher, il s'agit d'ajouter. Donc pour ajouter, il faut s'adresser aux gens, soit qui nous font plus confiance, soit qui sont circonspects, soit qui doutent. Et c'est nous qui devons les chercher. Et pour ça, il faut déjà commencer par les écouter et écouter leurs aspirations. On va faire pendant quelques instants un peu de prospective. On va essayer d'imaginer un peu la France des prochaines années, la France demain. Comment est-ce que vous pensez que la France va faire nécessairement dans les prochaines années l'expérience du Rassemblement national au pouvoir? Je vais tout faire pour qu'il n'en soit pas ainsi. Ouais. Après, c'est un parti qui est en conquête. D'ailleurs, vous le voyez physiquement à l'Assemblée, c'est des gens qui sont très disciplinés autour d'un chef. Enfin, c'est la culture classique de l'extrême droite, et qui veulent exercer les responsabilités, même si ils changent de discours tout le temps. Enfin, d'ailleurs, on le dit pas assez, mais là, vous avez plusieurs lignes en réalité au Rassemblement national. Monsieur Bardella, il est sur une ligne. Enfin, il en change beaucoup. Il est capable d'en changer plusieurs fois en un mois. Mais là, j'ai l'impression qu'il prend plutôt le côté ce qu'était Jean-Marie Le Pen avant, c'est une ligne un peu libérale, et se concentrer, lui, exclusivement sur les questions... Jean-Marie Le Pen, c'était pas un peu, c'était très libéral. Ouais, c'est ça. Mais vous avez une autre partie du Rassemblement national qui prétend être social, mais tout en excluant quand même une partie des gens pour bénéficier de la protection sociale. Bref, il n'y a pas de cohérence et il n'y a pas de compétence. Mais par contre, il y a un discours qui vise à faire du Rassemblement national un parti attrape-tout. Donc c'est très dangereux et surtout ça s'inscrit dans un phénomène mondial. Parce que la progression de l'extrême droite nationaliste, elle est mondiale. On le voit en Europe, on le voit aux États-Unis. Regardez ce que dit Trump. Trump, alors là, c'est vraiment le discours d'extrême droite classique, excluant, se rajoutant à ça en plus maintenant une partie c'est pas du complotisme, c'est carrément un discours différent sur les faits, sur la réalité. Il n'y a plus de réalité, il n'y a plus de vérité. Chacun arrive avec la sienne. Dans le cas de Trump, c'est particulièrement époustouflant. On n'est pas loin de ce que décrivait Orwell, quoi. La guerre, c'est la paix. C'est fascinant de voir à quel point il y a ce discours asséné et qui convainc des gens. Nous, on doit continuer à faire le pari de la raison, mais il faut aussi convaincre. Est-ce que l'idée que la France se retrouve un jour dans une situation comparable à celle qu'a vécue la Grèce il y a quelques années, c'est-à-dire en raison de l'état de ses finances publiques, donc une véritable mise sous tutelle, des plans de privatisation dans les grandes largeurs, des coupes sombres dans la dépense publique, est-ce que c'est un scénario qui vous paraît envisageable ou imaginable? Non, je crois pas. Non? Non, je vous le dis, je crois pas. D'abord parce que on a quand même des fondamentaux économiques qui sont pas si mauvais. Quand
quand on met des titres de la dette française sur les marchés, ils sont achetés tout de suite. Hein. On n'est pas contrairement à cette mythologie de droite. Vous vous souvenez de François Fillon qui disait un État en faillite. Là, Barnier veut faire la même chose. Ça n'est pas vrai. Et quand je parlais tout à l'heure de l'attractivité de notre pays, elle est réelle. Même pour les pays européens autour, la France n'est pas considérée comme un pays malade. En tout cas, pas plus ou pas moins que l'Allemagne, dont on a dit pendant des années que c'était le modèle de référence absolu. Donc, je ne crois pas du tout à ça. Mais par contre, en revanche, c'est les politiques européennes elles-mêmes qu'il faut interroger. C'est là qu'on en vient au rapport Draghi. C'est-à-dire que vous avez on va en parler dans un instant. Après la très courte période du Covid, on est revenu au business as usual, c'est-à-dire la rigueur budgétaire, on coupe dans les services publics, on coupe dans la protection sociale, et on va mourir guéri. C'est ça qu'ils nous proposent. Donc moi, ce qui m'affole, c'est l'absence totale d'imagination des élites politiques. Les 3% de déficit maximum. Mais les 3%, est-ce qu'il faut en finir avec cette règle? Mais d'abord, c'est une règle qui n'a rien de scientifique. Oui, vous savez. On a raconté l'histoire, ça a été écrit sur une nappe. Sur un coin de table par un haut fonctionnaire à qui on a demandé de trouver une formule mathématique. Donc ça pouvait être 3, ça aurait pu être 4, ça aurait pu être 5. Le problème, c'est pas ça. Mais si ça avait été 5, est-ce qu'on serait pas à 8? Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on dépense. Si on investit, dans les infrastructures, si on investit dans la transition écologique, si on investit dans la protection sociale, c'est un pays qui va aller mieux, des travailleurs qui seront dans de meilleures conditions, et c'est un pays qui ira mieux. Ce qui compte, c'est l'utilité et l'efficacité de la dépense publique. Donc moi, ces histoires de chiffres, pour moi, ça ne veut rien dire. Voilà. Encore une fois, c'est une contrainte que l'Europe s'est mise à elle-même et qui aboutit à des choses totalement absurdes. Je l'ai dit, Emmanuel Morel, vous avez été député européen pendant 10 ans. Comment la France était-elle perçue, ou est-elle perçue, enfin, quand je dis était-elle, c'est quand vous étiez au Parlement, est-elle perçue par les autres pays membres de l'Union? Vous savez, il y a toujours des clichés adossés à un pays. Donc la France, elle est perçue comme arrogante, donneuse de son, bavarde et empêcheuse de tourner en rond. Alors, ça. Sur les premiers, est-ce que ce sont vraiment des clichés ou est-ce que c'est un peu vrai aussi? Non, je pense que c'est des clichés. Ah bon? Elle n'est pas arrogante du tout, la France? Non, la France, elle est fière de son histoire, elle est fière de ce qu'elle a apporté au monde, mais tant mieux. Donc moi, j'ai toujours vous l'avez dit, vous êtes très patriote. Ouais, j'aime mon pays. Enfin, quand on fait de la politique, il vaut mieux quand même aimer son pays. Moi, j'aime bien le côté empêcheur de tourner en rond. Parce que quand on est confronté à des pays qui, je pense notamment ce qu'on appelle les frugaux. Là, on va en parler des frugaux. Faut rien dépenser, faut pas investir, seul compte la rigueur. Il y a des moments où vous avez envie de ruer dans les brancards. Et ce que je regrette, moi, c'est que la France ne l'ait pas fait suffisamment ces dernières années. C'est-à-dire, il y a eu une tradition française qui consistait à dire parfois non. Ça a été vrai sous De Gaulle, c'était vrai sous François Mitterrand, ça a été vrai avec Jacques Chirac au moment de la guerre d'Irak. Je trouve que depuis un certain nombre d'années, les présidents français ont plutôt tendance à s'aligner bêtement sur, par exemple, les positions dominantes. Alors, parfois, c'est les positions allemandes, d'autres fois, c'est les positions, on va dire, transatlantiques. Moi, ce que j'aimais, et ce que j'aime encore, c'est la singularité du message français, un message de non-alignement. Et ça, et notamment d'un point de vue diplomatique, c'est hyper important. Alors, au-delà de l'image de la France, vous m'avez dit, avant cette émission, que lorsque vous étiez député européen, vous avez parfois éprouvé physiquement, vous m'avez dit, je l'ai éprouvé physiquement, le déclassement de l'Europe dans le monde. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire? En fait... un de mes derniers déplacements de député européen, c'était au sommet de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, à Abu Dhabi. Et là, on a eu une réunion préparatoire, réunion interparlementaire, où il y a tous les parlementaires du monde entier, et on échange sur les politiques commerciales. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est pour ça que je dis physiquement, c'est qu'il y avait autour de la table des Indiens, des Chinois, des Indonésiens, des Sud-Africains, des Turcs, et bien d'autres pays. Et ils nous écoutaient poliment. Écoutez, parce que nous, les Européens, on disait qu'il faut plus de régulation, faut faire quand même attention, le libre-échange ne peut pas être sans entrave. Bon, ils nous écoutaient poliment et on sentait que
Bah, bon, bah, ok, c'est le truc européen classique, mais on n'en tiendra pas compte plus que ça. Et d'ailleurs, la conversation a continué, finalement, entre eux, quoi. Parce que, Comme on bah, disait familièrement, cause toujours, tu m'intéresses. oui, il y avait un peu de ça. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, nous, Européens, qui imaginons qu'on a encore beaucoup de choses à dire au monde et beaucoup Ouais. de règles qu'on peut imposer, bah, ça va pas être si simple. Vous avez l'impression que les grands équilibres mondiaux qui ont prévalu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale sont en train d'être Bah, c'est pas une considérablement impression. bousculés? C'est pas une Ouais. impression, on le sait. Ouais. On le sait, il y a des puissances émergentes, il y a des gens qui s'organisent et qui s'organisent Mm. à côté de nous, parfois même contre nous. Dans la même réunion, je me souviens, on a commencé, nous, à demander à ce qu'il y ait un paragraphe dans le texte sur la guerre en Ukraine. Ouais. Et là, les délégations asiatiques, notamment, nous ont écouté, bon, la guerre en Ukraine, c'est un problème européen. Mm. Donc vous réglez ça entre Européens, mais d'une certaine façon, c'est pas vraiment C'est pas notre notre- affaire. ouais. Bon, les Américains n'étaient pas là parce qu'ils boycottaient jusqu'au lendemain, mais il y avait quand même ce côté, bon, l'Occident va pas continuer indéfiniment à nous imposer sa vision du monde, tout ça. C'est un fait. Quel La sens? désoccidentalisation Ouais, du monde, ouais. c'est un fait. Elle Il est faut en pas. marche. Ouais. Oui, mais il s'agit pas de le déplorer, c'est un fait. Donc Il il faut faut le faire prendre en avec. compte. Ouais. Il faut faire Mais avec, il faut le prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer à quelque chose qui est pour moi fondamental, l'universalisme, ouais. les valeurs, etc. Mais il faut avoir en tête que le rapport de force, il change fondamentalement. Dans cet esprit, quel sens vous donnez au sommet des BRICS? Je rappelle que c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, Qui qui a eu s'élargit, lieu hein. il y a quelques jours en Russie, sous la houlette, on pourrait dire, de Vladimir Poutine. Oui, alors déjà, les BRICS, ça s'élargit. Il y a plein d'autres pays, hein, vous avez vu, qui s'ajoutent à cette Ouais. première Enfin, on ne liste. pourra plus dire BRICS, donc pour Non, l'instant, c'est on reste plus. sur l'appellation. Voilà. Euh, Ça aussi, c'est une réalité. Ouais. C'est des gens qui Mais contestent. c'était important pour vous parce Pour que moi, il n'en est pas sorti énormément de choses. Mais il y a la photo, il y a la non, mais, photo du sommet. vous voyez, c'est là que parfois le rapport à l'actualité peut diverger. C'est que moi, je pense que c'était peut-être le moment le plus important de la semaine dernière. Ouais. Hein, cette mise en scène alors, moi, je parle pas de Sud global parce que je pense que ça n'existe pas le Ça veut Sud rien dire, global. ça? Non, non, il y a une hétérogénéité absolue, Ouais, comme il y a une hétérogénéité dans le camp dit occidental. ouais. Mais le fait qu'ils veuillent s'organiser économiquement, commercialement, parfois même diplomatiquement ou militairement, pour peser dans le rapport de force, on doit le prendre en compte absolument. Et on ne le fait pas suffisamment, à mon avis. C'est surtout des sujets dont on a l'impression qu'ils n'intéressent pas suffisamment les chancelleries européennes, alors que ça devrait être notre obsession. C'est comment on fait, nous, dans ce monde complètement nouveau, pour continuer à peser, à porter des messages, influencer, et à pas être non plus toujours à la traîne des Américains. Je vais vous dire, de toute façon, si par malheur Donald Trump l'emporte la semaine prochaine, ça fait partie des questions qui seront posées de façon urgente aux Européens. Alors, nous allons essayer, pour terminer cette émission, de nous projeter un peu dans l'avenir. C'est le monde demain. Et vous l'avez évoqué il y a quelques instants, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, a publié un rapport copieux sur le décrochage de l'Union européenne, le déclassement de l'Union européenne. Il est très alarmiste sur l'avenir de l'Europe. Je vais le citer. Sans action, nous devrons compromettre soit notre niveau de vie, soit notre environnement, soit notre liberté. Nous devrons revoir à la baisse certaines, voire toutes nos ambitions. C'est un défi existentiel. Alors, il estime qu'il faut investir dans la transition verte, la défense, les technologies d'avenir, environ 800 milliards d'euros supplémentaires par an, une somme qu'il juge équivalente à 2 à 3 fois le plan Marshall, donc de l'après-guerre. Est-ce que vous partagez le constat et ces recommandations, notamment sur cet investissement massif? Le constat, je le partage absolument. D'ailleurs, je note que ça vient quand même de quelqu'un qui était le pur représentant du système européen, monsieur Mario Draghi. C'est ni un keynésien, ni un marxiste-léniniste. Hein. C'est quelqu'un qui vient de, on va dire, l'idéologie dominante européenne. Et tout d'un coup, il y a cette prise de conscience. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est qu'il n'est pas arrivé pour l'instant à convaincre Madame von der Leyen et les autres chefs d'État et gouvernements européens que on était
dans un moment existentiel. Ça, je crois que c'est dans le rapport, c'est ce qu'il y a de plus Oui, important. il emploie ce terme, en effet. Et bien sûr qu'il faut investir. Alors lui, il dit 800 milliards investissements publics et privés, tournés vers un certain nombre de domaines essentiels. Transition écologique, bah, ce qui est fou, c'est que il n'y a pas besoin de le démontrer. Enfin, regardez ce qui vient de se passer à Valence. La réalité du dérèglement climatique, elle est là, et on n'en prend pas, je pense, toute la mesure. Mais il y a tous les investissements d'avenir sur lesquels on est en retard, très en retard. Mais pourquoi on est en retard? Parce qu'on a délégué aux autres. Je parlais de démondialisation tout à l'heure, mais la folie des dirigeants dans les années 90 et 2000 qui a consisté à dire, bah, nous, on va déléguer aux Chinois et aux Indiens tout ce qui est production manufacturière, parce qu'ils savent pas faire les produits à haute valeur ajoutée. Bah, résultat, ils ont fait la production manufacturière, les produits à haute valeur ajoutée, et nous, on se retrouve aujourd'hui dans un continent qui est très affaibli. Donc, il est encore temps, mais c'est maintenant. Et mon inquiétude fondamentale, c'est de voir des dirigeants européens qui sont sans arrêt à la traîne et confient dans une idéologie d'un autre âge. Et de ce point de vue-là, Madame van der Leyen, c'est l'incarnation de cette Europe d'avant qui veut pas avancer et qui fait prendre un grand risque au continent. Alors, Mario Draghi préconise que l'argent qui serait investi vienne essentiellement de capitaux privés, mais il est aussi favorable à, C'est là que j'ai un petit à une débat. augmentation de la dépense publique. J'imagine que voilà, vous ne voyez pas les équilibres de la même manière. Non, mais de toute façon, il y a plein de préconisations. C'est un rapport qui est énorme. Hein. Oui, oui. Il y a plein de préconisations dans le rapport, notamment sur l'union des capitaux, où moi j'ai de gros doutes. Et sur l'investissement, je pense qu'il a tort. Et je pense qu'il faut aussi de l'investissement public. Il le dit aussi, mais enfin Oui. en proportion plus faible. Mais j'insiste sur un point qui, à mon avis, n'est pas suffisamment mis en avant dans le rapport Ouais. Draghi. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'état de la recherche appliquée et fondamentale en Europe. Et là, pour le coup, il y a un manque qui est dramatique, presque criminel. Et quand je vois, bah, regardez, en France, un institut des plus prestigieux qui travaille sur les problèmes auxquels l'humanité est confrontée, je parle à l'Institut Pasteur, en est réduit à faire chaque année le Pasteur Don, une sorte de téléthon, parce que bah, ils n'ont pas assez de soutien public. Mais ça, c'est dramatique. Franchement, la recherche devrait être, comme l'éducation, une priorité absolue, et ça se traduit en termes budgétaires. Aujourd'hui, le budget de la recherche, il est rikiki, il est ridicule, je parle en France, mais c'est vrai aussi en Europe, et il ne permet pas de répondre aux enjeux qui sont posés de façon cruciale aux Européens et au monde. Comment faire plus en commun au niveau européen sans aller vers plus de fédéralisme? Parce que ça, c'est pas ce que vous souhaitez, vous. Non, c'est vrai, alors ça c'est compliqué, mais en même temps, il y a une structure institutionnelle un peu originale qui fait que il y a quelque chose de l'ordre de la confédération, et on veut préserver à juste titre les États-nations. Pour l'instant, on y arrive tant bien que mal. Le vrai problème, en fait, je vais vous dire, en Europe, c'est surtout la Cour de justice de l'Union européenne qui prend des décisions à chaque fois qui vont toujours dans le sens de l'ordolibéralisme et qui s'imposent comme ça de façon abrupte aux États membres. Donc c'est un équilibre qui est difficile à trouver, mais qui est nécessaire, parce que moi, je ne pense pas un instant que les gens veuillent renoncer à ce qui fait leur singularité nationale. Mais l'état actuel de la souveraineté des pays membres de l'Union européenne, à vos yeux, il est satisfaisant, ou il faudrait en reconquérir un peu, ou être prêt à en abandonner un peu Il y a des plus? domaines dans lesquels il faut reconquérir, mais il y a un domaine essentiel où de toute façon on a délégué notre souveraineté, c'est la monnaie. D'accord. Il y a un autre domaine où on a délégué trop de souveraineté, c'est la politique budgétaire. C'est-à-dire que il y a c'est ce qu'on appelle les plans de stabilité, quoi, où là, pour le coup, on condamne un certain nombre de pays d'Europe à l'austérité pour perpétuité. Ça, faut le remettre en cause. Mais d'une certaine façon, c'est un enjeu de démocratie européenne. C'est pour ça que le Parlement a beaucoup plus d'importance qu'on le croit, le Parlement européen, parce que là peut se jouer quand même un certain nombre de décisions cruciales. Sur la monnaie, vous l'avez cité en premier, vous n'imaginez pas qu'on puisse y revenir? Enfin, En tout cas, au moment où on se parle, non. Je pense que je pense. D'ailleurs, je pense. C'est un fantasme un peu quand même, De quoi? le retour du franc. Non, mais Non. non, pas du tout. Non. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de la politique monétaire? Si on Bah, fait une c'est-à-dire politique. que ça revient au début de nos discussions. Est-ce que la monnaie était un outil au service de l'économie? Parfois, certains disent aujourd'hui que l'économie est devenue un outil au service de la monnaie.
Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, ce qui compte, c'est que ça soit au niveau français ou européen, c'est le débat démocratique et qu'on puisse prendre des décisions et qu'on puisse assumer parfois d'avoir des politiques complètement alternatives. Mm. Alors le problème, c'est que dans la tête de certains dirigeants, notamment les commissaires européens, il n'y a pas d'alternative. Bah, c'est pas ce que pensent les peuples. Et à un moment, il faudra qu'ils se le mettent que les dirigeants se le mettent dans la tête. Merci Emmanuel Morel d'être Merci à vous. passé à l'atelier politique. Merci.